Entre 1986 et 1988, un homme d'une extrême dangerosité sillonne une partie de la France et même de la Suisse, en semant le chaos sur son passage. Il vole, il viole et il tue froidement sans que personne ne parvienne à faire le lien entre les différents crimes, mais surtout, on ignore totalement qui il est. S'ensuit alors une chasse à l'homme qui va tenir en haleine les autorités comme la population dans pas moins de 3 pays différents afin d'arrêter celui qui est devenu l'ennemi public numéro 1. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable de celui qu'on va surnommer le tueur de la pleine lune. Générique. L'année de la majorité et celles qui suivent sont pour beaucoup synonymes de découverte de l'indépendance et de la liberté, une période qui est aussi souvent marquée par une soif de nouvelles expériences. C'est dans ce contexte que, le 26 janvier 1988, Carole, une jeune femme de 20 ans, sillonne en voiture les petites rues de la vieille ville de Toulon à la recherche du bar d'enfer, dit plus simplement l'enfer, où elle a trouvé un emploi d'hôtesse. Elle est originaire du Creusot, en Saône-et-Loire, mais elle a décidé de venir s'installer quelque temps dans le Var, et elle n'a pas entrepris ce voyage seule parce que sa sœur, Béatrice, de 2 ans sa cadette, a décidé de l'accompagner. Cela dit, leur périple commence mal parce qu'elles ne s'attendaient pas à tomber sur ce qu'elles sont en train de découvrir, et pour cause, l'adresse qu'on leur a donnée est située dans l'ancien Petit Chicago, un quartier qui avait à l'époque assez mauvaise réputation. Le pire là-dedans, c'est que Carole et Béatrice ne parviennent pas à trouver l'établissement qu'elles recherchent au milieu de ces ruelles sinueuses et que, quand elles arrêtent des gens pour leur demander la direction de l'enfer, 18B rue Pierre-Sémard, les réponses qu'elles obtiennent ne leur sont pas d'une grande aide. Le seul qui daigne leur répondre, c'est un homme dans la vingtaine qui parle avec un accent étranger. Il est très aimable, au point même de leur proposer de monter dans leur voiture pour les guider à travers le centre-ville de Toulon. Leur passager en profite pour se présenter, il dit s'appeler André et venir des Pays-Bas. Pour ne rien gâcher, en plus d'être avenant, il se trouve qu'il a une apparence assez agréable et ça n'échappe pas à Carole que l'allure athlétique, la peau bronzée et le regard bleu perçant du jeune homme ne laissent pas indifférente. Le courant passe plutôt bien entre les filles et lui, si bien qu'ils passent le reste de la journée et même une partie de la nuit ensemble, jusqu'au moment où Béatrice décide de rentrer à l'hôtel Prémar, où elle a pris une chambre avec sa sœur, mais Carole, elle, fait le choix de ne pas la suivre et d'aller plutôt faire un tour chez André. Il vit dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble dont il se dit propriétaire, au numéro 42 de la rue Nicolas Laugier, non loin de l'enfer, et dès que Carole y entre, l'immense désordre qui règne dans le logement l'interpelle. Dans la pièce principale, des cordes pleines de linge sont suspendus ici et là. Dans la chambre, il y a des vêtements chiffonnés, des chaussures et des sacs plastiques partout par terre, entre autres. Dans la salle d'eau, des cartes de France sont punaisées sur le mur et des objets appartenant visiblement à une femme sont posés sur la tablette au-dessus du lavabo. C'est le genre de choses qui font que beaucoup auraient posé des questions, d'autant plus que ça contraste quand même pas mal avec l'apparence soignée qu'a l'air de cultiver André, mais Carole, elle, décide de se taire parce qu'en vérité, elle est déjà totalement sous son charme. Le lendemain soir, le jeune homme retrouve les 2 sœurs sur leur lieu de travail, et une fois leur service terminé, elles embarquent Valérie, une de leurs collègues, pour que tous les 4 aillent finir leur soirée à l'Or Bleu, une boîte de nuit située à la Seine-sur-Mer. Malheureusement, si là-bas au départ tout se déroule bien, vers 4h du matin, les choses tournent légèrement au vinaigre. C'est dans ces eaux-là que Carole aperçoit Joseph Alberti dans la discothèque, quelqu'un qu'elle connaît pour l'avoir déjà vu à l'enfer. Forcément, dès qu'elle le voit, elle engage la discussion avec lui, et rapidement, ils sont rejoints par Valérie, mais aussi par Jacques Volpeux, dit Jackie, un ami de Joseph. Seulement, les 2 hommes plus âgés sont assez éméchés et se montrent plutôt entreprenants avec les filles, jusqu'à les inviter à boire un verre, ce qui ne plaît pas du tout à André, qui semble ne pas avoir envie que d'autres fassent du gringue à sa nouvelle conquête. Il s'interpose entre eux et leur dit que c'est non, parce qu'il est déjà tard et qu'il veut partir, mais son intervention est mal accueillie et la discussion s'envenime très vite, jusqu'à ce que Jackie, qui était en train de fumer une cigarette, la lui écrase dans l'œil. André devient fou de rage, profère des menaces de mort et commence à en venir aux mains, au point que le patron et le videur de l'Or Bleu décident de tous les virer de l'établissement. Tout le groupe, y compris les 3 filles, se retrouve donc éjectés de la boîte de nuit, mais la querelle continue à l'extérieur parce que tous restent bien décidés à en découdre. André se dirige en courant vers sa voiture, mais Joseph et Jackie le suivent pour le prendre à partie,
L'un d'eux en profite même pour donner des coups de pied dans son véhicule. Cela dit, même s'il est seul, le jeune homme a bien l'intention de ne pas se laisser faire et il décoche rapidement un violent coup de poing dans le visage de Joseph qui le laisse sécher au sol, le nez en sang. Il fouille ensuite sous le siège de sa voiture côté conducteur et même si Jackie s'approche de lui couteau à la main, ce qu'il en sort ne lui laisse littéralement aucune chance parce qu'André a extirpé une arme de poing de sous le siège et lui tire dessus à 2 reprises. Le premier projectile lui effleure seulement le bras gauche, mais le second vient se loger dans son ventre et il s'effondre à son tour. Après les coups de feu, le vide se fait autour d'André alors qu'il monte dans son véhicule et prend la fuite, en manquant de peu d'écraser Jackie qui se trouve toujours au sol grièvement blessé. D'ailleurs, il ne le sait pas encore, mais la balle atteint sa moelle épinière et s'il survivra, cette grave blessure le laissera paraplégique. Quelques heures après cette bagarre qui a très mal tourné, la police ouvre évidemment une enquête, mais dans le coin, rares sont les membres des forces de l'ordre qui ignorent qui sont les personnes impliquées dans l'affaire. Il se trouve que Joseph et Jackie sont particulièrement bien connus des autorités toulonnaises parce que l'un est un escroc notoire et l'autre a été emprisonné de nombreuses années, principalement pour braquage et proxénétisme. Le second a passé l'équivalent d'un tiers de ses 36 années de vie à l'ombre, donc quand la police apprend que c'est lui qui s'est fait tirer dessus, personne n'est vraiment surpris. L'Or Bleu, la discothèque dans laquelle la dispute a commencé, est dirigée sous cap par 2 frères, eux aussi repris de justice et réputés pour tremper dans des histoires de paris illégaux et de trafic de cocaïne. Le gérant officiel, qui est le gendre d'un homme fiché au grand banditisme, n'est là que pour faire joli, en incarnant la vitrine propre d'un établissement au-dessous véreux. En bref, à ce moment-là, toutes les conditions sont réunies pour que la police pense qu'il s'agit probablement d'un énième règlement de compte entre voyous locaux. Tous les témoins ont eu un pied dans le milieu du crime organisé, ce qui rend leur version peu fiable aux yeux des enquêteurs, qui peinent à croire que l'agresseur était réellement un étranger. Cela dit, qu'ils adhèrent à leur déclaration ou pas, ça ne les dispense pas de devoir retrouver celui qui a ouvert le feu sur Jackie. Et pour ça, les autorités ne peuvent malheureusement compter sur aucune preuve matérielle parce que devant l'Or Bleu, seules 2 douilles de 22 longs rifles et quelques taches de sang témoignent du fait que la récente altercation a bien eu lieu. Il n'y a que Joseph, l'un des 2 hommes, qui est en état d'être questionné dans l'immédiat, et il affirme qu'il ne se souvient pas du visage de celui qui les a agressés. En revanche, il se rappelle qu'il accompagnait Valérie, une employée de l'enfer. C'est ainsi que, quelques heures après les faits, le 28 janvier 1988, la police tape à sa porte et qu'elle leur parle de Carole et Béatrice, les 2 sœurs qui travaillent avec elle, mais aussi d'André, leur ami, avant de finalement avouer que c'est lui qui a tiré sur Jackie. Valérie accepte de conduire les enquêteurs à l'hôtel où elle séjourne et patiente dans la voiture avec l'inspecteur Touy, pendant que ses collègues, les inspecteurs Morandin et Ayazi, entrent dans le bâtiment pour interroger les jeunes femmes. Dans leur chambre, seule Béatrice est présente. Elle est en train de faire ses valises et quand on l'interroge au sujet d'André, elle affirme ne pas le connaître. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, Valérie aperçoit Carole qui se trouve dans sa voiture, garée un petit peu plus loin, et elle le signale au policier qui est resté à l'extérieur avec elle, mais quand ce dernier la questionne, il obtient le même résultat. Elle joue les idiotes et fait semblant de ne pas comprendre. Dans la chambre d'hôtel, une dizaine de minutes plus tard, un individu très souriant fait éruption à la porte, et surpris, l'inspecteur Ayazi lui demande ce qu'il veut, mais il n'obtient aucune réponse. L'homme a dû entrer dans l'établissement sans être vu de son collègue, sûrement occupé à discuter avec Carole à l'extérieur, et il a un comportement assez étrange parce qu'il se dandine sur place, toujours sans décrocher le moindre mot. L'enquêteur qui lui fait face commence à se dire qu'il est vraiment très suspect et il lui annonce qu'il est de la police, à la suite de quoi il le voit diriger une main vers la poche intérieure de son blouson. À ce moment-là, le policier comprend immédiatement que l'homme en face de lui est sans doute celui qu'il recherche et que c'est sûrement une arme qu'il va sortir. L'inspecteur Ayazi se jette sur André pour tenter de le neutraliser et il arrive à attraper le canon de l'arme de poing qu'il vient de dégainer. Malheureusement, en reculant dans la lutte, il trébuche sur les valises de Béatrice qui étaient sur le sol. Il perd l'équilibre et le criminel en profite immédiatement pour faire feu. Il tire une première fois dans le ventre du policier, mais la balle le traverse et vient se loger dans le fémur droit de son collègue, l'inspecteur Morandin, qui se trouve derrière lui. André fait ensuite feu une seconde fois sur Claude Ayazi, qui s'est retourné et se dirige vers la fenêtre de la chambre. Il le touche à l'épaule et le policier s'écroule inconscient sur le lit. Après ça, le jeune homme prend la fuite et Morandin décide d'essayer de le suivre, malgré sa blessure à la jambe, mais il tombe dans les escaliers de l'hôtel. Encore une fois, le fugitif ne manque pas de saisir l'opportunité qui s'offre à lui, parce qu'il revient sur ses pas, se saisit de l'arme de service de l'inspecteur et lui tire froidement une balle dans la tête avant de sortir de l'hôtel.
Claude Ayazi a entre-temps repris brièvement connaissance et l'aperçoit par la fenêtre de la chambre. Il tire 3 coups de feu dans sa direction, mais malheureusement, aucun ne touche André, qui reprend sa course et disparaît dans les ruelles de Toulon. Michel Morandin s'éteint des suites de ses blessures à l'âge de seulement 38 ans et son collègue n'apprend sa mort que 10 jours plus tard, après être sorti du coma. Fusillade aujourd'hui à Toulon. Un policier a été tué et un autre a été blessé. Les 2 hommes enquêtaient sur un règlement de compte qui s'est déroulé la nuit dernière. À l'origine de cette enquête menée par la police judiciaire de Toulon, un règlement de compte. Très tôt ce matin, un petit truand était abattu devant une boîte de nuit de la Seine-sur-Mer. Son agresseur avait trouvé refuge dans un hôtel du Vieux-Toulon. Après ça, toute la ville est en émoi. Les gens s'inquiètent parce que le tueur est toujours dans la nature et les membres des forces de l'ordre sont en deuil parce que l'un des leurs a perdu la vie. Ce meurtre convainc les autorités qu'André ne fait effectivement probablement pas partie des voyous du coin et leur permet de prendre toute la mesure de sa dangerosité parce que tout indique qu'il est particulièrement instable. Il tue sans aucun discernement, alors il faut à tout prix le retrouver et les premières à être interrogées par la police avant d'être écrouées, ce sont bien évidemment Carole et Béatrice qui avaient dans un premier temps prétendu ne pas le connaître. Cette fois-ci, elles ne donnent pas les mêmes versions. Les enquêteurs parviennent à obtenir l'adresse d'André, mais quand ils s'y rendent, ils ne l'y trouvent pas, et la propriétaire du logement est incapable de leur en dire plus parce que son locataire l'a toujours payé en espèces. L'homme disait être peintre, et la fille de la propriétaire, qui lui a parlé plusieurs fois, l'appelle Kurt. Il n'est donc pas difficile de deviner que le peu qu'on sait sur lui n'est probablement rien d'autre qu'un tissu de mensonges, à commencer par son prénom. Mais pour éviter de trop vous perdre, je vais continuer à l'appeler André pendant encore un petit moment. Le jeune homme est introuvable, mais la perquisition de son appartement réserve son lot de surprises parce qu'une quantité très importante d'objets en tout genre, vraisemblablement volés, ainsi que des armes, mais aussi des faux papiers, y sont découverts. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que sur les divers documents d'identité falsifiés, il y a la photo d'André, et ça permet enfin à la police de mettre un visage sur son homme mystère. Les clichés, qui sont tous les 4 assez différents, sont rapidement transmis à travers toute la France, des avis de recherche sont diffusés un peu partout avec la description de son véhicule, et dans les jours qui suivent le meurtre de l'inspecteur Michel Morandin, les autorités mettent le paquet pour localiser André, mais aucune piste ne se révèle sérieuse. Malheureusement, dans la précipitation, le signalement n'a pas été transmis à la police de l'air et des frontières, un oubli qui va permettre au criminel de quitter le pays, mais aussi lui donner l'opportunité de faire de nouvelles victimes. À l'heure où tout le monde se demande comment retrouver André en France, il s'avère qu'il n'y est déjà plus, parce que dès le lendemain des faits, il passe en Suisse. Et à peine arrivé là-bas, il multiplie les graves infractions pénales. Le 29 juillet 1988, dans la matinée, il braque une station essence située à Rolle, dans laquelle il s'était arrêté pour faire le plein, mais il ne fait aucune victime. Résultat, le pompiste relève la plaque d'immatriculation de sa voiture, puis la transmet aux autorités juste après son départ. L'Alfa Romeo grise a une plaque française immatriculée dans le 73. C'est une description assez précise pour que les forces de l'ordre puissent dresser des barrages routiers partout aux alentours en attendant le passage du véhicule recherché. Cela dit, seulement 30 minutes après le braquage, il se fait prendre la main dans le sac par une patrouille de police alors qu'il est sur le bas-côté de la route, au niveau du village de Lutry, en train de changer ses plaques d'immatriculation justement. Quand le jeune homme voit les agents s'arrêter et se diriger vers lui, il prend la fuite et arrive à semer ses poursuivants. Il n'a donc plus de moyens de transport et son nouveau but, c'est évidemment de s'en dégoter un nouveau. C'est aux alentours de 11h que Françoise Vannaz voit André se diriger vers elle alors qu'elle s'apprête à remonter dans sa voiture à Lutry. Il lui explique que la police le cherche et qu'elle doit l'emmener à Yverdon-les-Bains, puis il lui montre qu'il est armé. L'institutrice de 30 ans est effrayée et elle obtempère, mais elle parvient à garder son sang-froid et elle parle de façon calme pendant tout le trajet, conseillant même à son passager d'aller plutôt à Berne et d'éviter d'emprunter les grands axes routiers. André, qui était jusque-là très agité, semble s'apaiser. Néanmoins, ça ne dure qu'un temps parce qu'après avoir passé Moudon, Françoise constate que la police arrive derrière eux et qu'un barrage a été dressé un petit peu plus loin, forçant le véhicule à s'arrêter. Sous la pression, le criminel se met à menacer son otage de son arme et, dans le but d'éviter qu'il ne lui fasse du mal, les membres des forces de l'ordre cèdent et laissent passer la voiture. André en profite pour intimer aux policiers l'ordre de lui donner leurs armes. Il les utilise pour leur tirer dessus quand ils le prennent en chasse. En répétant le même schéma, il réussit à passer en force jusqu'à Berne, mais une fois là-bas, Françoise parvient à lui échapper en se laissant tomber hors de son véhicule, qui roule à vitesse réduite, au niveau de la gare de marchandises.
Cela dit, encore une fois, André se débrouille pour prendre la poudre d'escampette en passant par une forêt située non loin de là. Après ça, la police toulonnaise est mise au courant de ce qu'il vient de se produire en Suisse via des communications Interpol et grâce à la description du véhicule initial du suspect, il commence à se dire qu'il pourrait bien s'agir de leur homme. Il s'ensuit alors la diffusion de sa photo aux pays voisins et Françoise Vannaz, qui s'en est tirée saine et sauve, confirme un petit peu plus tard que celui qui l'a prise en otage est bel et bien la personne sur les clichés. En parallèle, Berne est passé au peigne fin par des unités d'élite, mais entre la nuit qui tombe et le fait qu'il commence à neiger, les forces de l'ordre perdent complètement la trace d'André. De son côté, le concerné continue son petit bonhomme de chemin et il se paye le luxe de pouvoir prendre le bus tranquillement, mais aussi de faire du stop pour rejoindre Lys, une commune située à moins d'une trentaine de kilomètres de Berne. Là-bas, aux alentours de 19h, il entre dans un immeuble et sonne à la première porte qu'il voit. Dans l'appartement, à ce moment-là, il n'y a que Béatrice Hubert, une adolescente de 16 ans qui attend des amis pour dîner, parce que ses parents ont accepté de la laisser seule pour la première fois. Effectivement, 3 jeunes arrivent peu après André, et ce dernier est bien décidé à rester avec eux un moment parce qu'il a besoin d'un endroit où se cacher. Donc, pendant de longues heures, les 4 adolescents vivent dans la terreur, un enfer durant lequel ils sont forcés de se déshabiller puis sont ligotés, toujours bien évidemment sous la menace d'une arme. André frappe ensuite violemment Béatrice avant d'agresser sexuellement l'une de ses copines. Le criminel ne quitte l'appartement qu'à 23h30 après avoir mangé et même regardé la télévision, et le petit groupe complètement traumatisé ne parvient à bouger pour prévenir la police qu'une demi-heure après son départ. De toute manière, il fait déjà nuit et les recherches ne peuvent reprendre que le lendemain matin, mais là encore, malgré de nombreux appels à témoins passés et le quadrillage minutieux d'une très large zone, personne ne parvient à retrouver la moindre trace d'André. 3 jours plus tard, celui qui est maintenant officiellement l'ennemi public numéro 1 dans 2 pays différents passe la frontière italienne, pendant que du côté français, de plus en plus de points sont connectés. Le juge chargé de l'affaire demande à la SRPJ de Marseille de transmettre les informations dont elle dispose à la gendarmerie, et immédiatement, les gendarmes de plusieurs autres départements remarquent des similitudes troublantes entre André et un criminel qu'ils recherchent. Il se trouve que le 27 avril 1987, aux alentours de 22h, un chauffeur de taxi de Gap, qui faisait un somme sur une aire de repos de la Nationale 75, a été pris en otage par un homme à qui il a miraculeusement réussi à échapper. Jean-Marie Ribert a déclaré aux gendarmes qu'avant d'essayer de lui voler sa voiture, l'individu, qui ressemblait fortement à André, se trouvait dans un autre véhicule avec une très jolie femme de type eurasien, assez jeune, qui n'avait pas l'air d'être là de son plein gré. Hasard ou coïncidence, plus tôt dans la même journée, France Vudine, une trentenaire correspondant parfaitement à cette description, s'est volatilisée avec son Austin Métro dans la région d'Annecy. Selon Jean-Marie Ribert, la voiture de l'homme qui retenait la femme captive était à la fois immatriculée dans le 74 et très similaire au modèle que conduisait la disparue. Mais ça n'est pas tout, parce qu'une étudiante de 22 ans, nommée Cécile, a elle aussi signalé avoir été victime d'une prise d'otage le 22 mai 87, dans la nuit, à Crolles, à côté de Grenoble. La jeune femme a été menacée par un homme armé, ressemblant lui aussi comme de gouttes d'eau à André, qui lui avait demandé de prendre la route pour Chambéry, mais sur le trajet, il lui a demandé de sortir de la voiture et de se déshabiller. C'est en restant calme et en redirigeant son attention sur autre chose qu'elle a réussi à détourner le criminel de son envie de la violer, après quoi il lui a demandé de le ramener à Crolles et il l'a laissé repartir sans lui faire le moindre mal. En fait, plus la police et les gendarmes se parlent, et plus ils font de liens entre les différents crimes perpétrés par André, et c'est au cours d'une réunion qui se tient le 3 février 1988 que l'intégralité des éléments détenus par chaque partie sont enfin mis en commun. Il s'avère qu'en plus d'avoir agressé, tué et pris des gens en otage, l'homme a également commis de nombreux vols et cambriolages, comme le laissait deviner l'amoncellement d'objets retrouvés dans son appartement à Toulon. Au milieu du bric-à-brac, la police a par exemple découvert un bas de femme noir qui correspond à ce dont un individu s'était servi pour se couvrir le visage quand il s'est introduit par effraction chez une dénommée Brigitte, le 1er décembre 1987 dans la nuit, à Carqueiranne. La jeune femme de 23 ans avait été attachée et légèrement blessée avant de subir des attouchements, et d'après sa déposition, l'homme avait une arme de poing, un accent méditerranéen et des yeux clairs. Le père de la victime, lui, avait déclaré un petit peu plus tôt le vol d'un dictaphone laissé dans sa voiture, un appareil qui se trouvait également dans le logement d'André, et il y avait d'ailleurs enregistré un message qui n'avait aucun sens parce qu'il divaguait complètement.
De mai 1986 à avril 1987, il aurait dérobé de nombreux papiers d'identité, mais aussi des chéquiers, des cartes bleues, ainsi que divers objets, et ce, dans plusieurs villes différentes. Certaines des victimes de ces vols ont témoigné du fait que l'auteur portait un treillis, et ces déclarations induisent en erreur les enquêteurs dans un premier temps, en leur laissant penser qu'il s'agit peut-être d'un légionnaire déserteur. L'homme sait apparemment manier les armes, il a un physique plutôt athlétique, un accent étranger, et il tue de manière complètement détachée, raison pour laquelle les autorités ont envisagé cette éventualité, mais l'ont finalement rapidement écartée. Cela dit, s'il a été confirmé qu'André n'est pas légionnaire, il est effectivement d'origine étrangère, mais il est impossible pour les forces de l'ordre de déterminer d'où il vient exactement. Les diverses personnes qui l'ont croisé parlent d'un accent allemand, d'autres hollandais ou italien. En gros, en ce qui concerne sa véritable nationalité, c'est le flou le plus total. Ce qui est vraiment étrange dans le mode de fonctionnement d'André, c'est le fait qu'il ait commis ses crimes et ses délits majoritairement sur l'axe Annecy-Toulon, comme si quelque chose l'avait poussé à y rester. Les enquêteurs se demandent bien quoi, mais ils ne vont pas mettre bien longtemps à obtenir la réponse qu'ils recherchent, parce qu'un témoin, que personne ne s'attendait à voir débarquer, va pousser la porte du commissariat d'Aix-les-Bains le 6 février 1988. Le témoin en question, c'est une adolescente de 16 ans, nommée Sabrina. Elle a vu les avis de recherche publiés un petit peu partout, et elle dit texto à la police qu'elle a eu une relation amoureuse avec André il y a peu de temps. Elle explique qu'elle le connaissait elle aussi sous le nom de Kurt, et qu'elle l'a rencontré quand elle se trouvait chez sa tante à Toulon, fin août 1986, après quoi ils ont commencé à sortir ensemble. Le jeune homme venait la voir presque chaque week-end à Aix-les-Bains, souvent avec une voiture différente, et il disait être agent secret, entre autres. Sabrina affirme qu'au départ, André était tout à fait charmant, mais qu'avec le temps, les choses se sont gâtées. Il lui mentait beaucoup et de manière peu subtile. Il a commencé à l'emmener dans des granges où il s'exerçait au tir. Il a même fini par vouloir la ligoter ou jouer à l'étrangler. Mais ce qui l'a certainement le plus horrifié chez son ex-petite amie, ce sont les confidences qu'il lui a faites. Il lui a avoué que son vrai nom était Juice, qu'il était arrivé en France au printemps 1986, mais qu'il était italien, plus précisément originaire de Vénitie, et pour finir, qu'il avait tué ses parents. Après avoir entendu ça, Sabrina lui avait bien évidemment conseillé de se rendre à la police, mais il lui avait répondu qu'il ne voulait pas retourner en prison psychiatrique, pour reprendre ses mots. André était ensuite revenu sur ses paroles, mais l'adolescente a fait le choix de rompre en novembre 1987, tout simplement parce qu'elle en était arrivée à avoir, et on peut la comprendre, terriblement peur de lui. Après ça, quand Sabrina a vu les avis de recherche avec sa photo, elle a immédiatement compris que son ex avait probablement dit vrai au sujet des meurtres, et elle a décidé d'en faire part aux autorités. Son témoignage marque un tournant dans l'enquête, parce qu'il permet à la police de comprendre pourquoi André se cantonnait à un seul et même axe routier. Il revenait en réalité voir sa copine à Aix-les-Bains, près d'Annecy, après avoir commis ses crimes dans les différentes villes qui se trouvaient sur la route en direction de Toulon. André a beaucoup parlé à Sabrina et elle connaît énormément de détails qui ont une importance capitale. Des endroits qu'il a mentionnés ou même ceux où il l'a emmené, comme cette grange isolée, dans laquelle on a retrouvé un corps en décomposition avancée le 18 octobre 1987. Le 12 décembre suivant, il a été confirmé que cette dépouille était celle du docteur Michel Astoul, qui s'était volatilisé peu avant minuit, le 27 avril 1987, soit le même jour que France Vudine. La voiture du médecin de 27 ans a d'ailleurs été retrouvée abandonnée près de chez elle. Autre coïncidence troublante, une balle de 357 Magnum a été retrouvée dans la mâchoire du docteur Michel Astoul, et les expertises balistiques ont parlé, le projectile est du même calibre que ceux que peut tirer l'arme de service volée à un policier nommé André Castillo. Cet homme de 38 ans a été abattu d'une balle de 22 long rifle dans la gorge le 3 avril 1987 vers 6h du matin à Tisserve, en Savoie, à seulement 50 mètres de chez lui, par un individu qui en avait profité pour s'enfuir avec son arme de service, un Manurin F1. Le truc, c'est que les balles tirées sur les inspecteurs Claude Ayazi et Michel Morandin à Toulon étaient également de calibre 357 Magnum. Un revolver Manurin F1 a d'ailleurs été retrouvé dans la voiture qu'André avait abandonnée au bord de la route en voulant fuir la police en Suisse, et dans son appartement, les enquêteurs ont mis la main sur un pistolet 22 long rifle, comme celui qui a servi à abattre André Castillo et à tirer sur Jackie Volpe devant l'Or Bleu.
En fait, plus les autorités creusent et plus la liste des victimes de meurtres potentiellement imputables à un seul et même suspect se rallonge. Dans l'ordre, il y aurait donc André Castillo, France Vudine, Michel Astoul, Claudine Ducozal et Michel Morandin, tous tués par André. Alors, si vous avez été attentif, vous tiquez peut-être un petit peu en vous demandant qui est Claudine Ducozal, parce que je ne l'avais pas encore mentionné. J'y viens. Cette femme de 40 ans a été retrouvée morte, entièrement nue à l'exception de ses chaussettes, dans les toilettes de sa résidence secondaire, située à Menton-Saint-Bernard, en Haute-Savoie, le 24 octobre 1987. Son meurtrier lui a tiré une balle de calibre 357 Magnum dans la tête aux alentours de 16h30, après l'avoir battue et violée. Des cambriolages avaient justement eu lieu dans les environs les jours précédant les faits, et leur auteur avait dérobé un Rubik's Cube, un petit peu comme celui avec lequel a joué André pendant un moment, selon les dires de Sabrina. Il lui avait même dit venir régulièrement squatter les résidences secondaires du coin parce qu'il pouvait y dormir sans que personne ne vienne le déranger. Tout indique maintenant qu'André est d'une extrême dangerosité et qu'il a déjà tué 5 personnes, voire peut-être même 7, parce qu'il a également confié à Sabrina qu'il avait tué ses parents en Italie. Afin de vérifier tout ça, les autorités françaises entrent en contact avec les autorités italiennes et ces dernières confirment qu'elles ont effectivement un dossier qui a l'air de correspondre en tout point aux informations données. Celui de Roberto Succo, un jeune homme de 25 ans qui a effectivement tué son père et sa mère avant de s'évader en mai 1986 d'un asile où il devait passer 10 ans parce qu'il avait été déclaré pénalement irresponsable en raison de sérieux troubles psychologiques. Des enquêteurs français se déplacent jusqu'à Venise et il s'avère que les empreintes digitales du criminel italien correspondent bel et bien à celles relevées dans l'appartement du fameux André. Seul son nom diffère de celui qui avait été donné par Sabrina, mais elle explique qu'elle s'est sûrement trompée entre la traduction anglaise du mot « jus », qui est « juice », et son équivalent italien « succo ». Un mandat d'arrêt international est lancé contre Roberto Succo le 10 février 1988, ce qui permet au passage à la police suisse d'établir un lien formel entre l'homme qu'il recherchait et lui. Bon, et en ce qui concerne les parents du criminel du coup, eh bien, il se trouve qu'il les a tués tous les deux pour une raison assez saugrenue le 9 avril 1981 à l'âge de seulement 19 ans. Au moment des faits, Roberto est le fils unique de Marisa et Nazario, un couple qui vit à Mestre, près de Venise, où le père de famille occupe un poste de policier. Sa mère est très stricte et ne lui donne aucune tendresse, ce qui tranche avec le fait qu'elle veuille le contrôler et le surprotéger en permanence, mais si enfant, son fils tolère la situation, à son adolescence, leur rapport se tend énormément. Roberto devient peu à peu très froid, renfermé et solitaire, parfois même méchant, mais développe aussi des habitudes pour le moins anormales. À l'école, malgré ses bons résultats, il se montre violent envers les garçons et dédaigneux envers les filles. La relation intense qu'il a avec Marisa la pousse occasionnellement à le battre, et l'adolescent se retranche dans une pratique intense du sport ou de la lecture. Rapidement, il commence à s'en prendre aux gens à l'extérieur de façon aléatoire, et même si ses gestes sont sans grande gravité, comme des bousculades ou quelques coups de pied gratuits, on peut déjà sentir qu'il y prend un certain plaisir malsain. À la maison, c'est pire, parce qu'il lui arrive souvent de monter au grenier pour disséquer de petits animaux, ce qu'on sait être une pratique commune à de nombreux tueurs en série pendant leur enfance. Cela dit, ce qui met le feu aux poudres entre Roberto et ses parents, et plus précisément sa mère, c'est la passion du jeune homme pour les voitures et surtout son intérêt pour celle de son père. En effet, quand il atteint l'âge de conduire, Nazario, qui est bien plus cool que son épouse, autorise son fils à prendre son Alfa Romeo Alfa Sud pour se rendre au lycée, et Roberto, il adore ça, au point de commencer à bichonner et à veiller sur le véhicule comme si c'était le sien. Seulement, Marisa finit par s'en servir pour punir son fils quand il n'agit pas comme elle le souhaite, en lui interdisant régulièrement de prendre le volant. Pour cette raison, une énième dispute éclate entre eux le 9 avril 81, et vers 21h30, le jeune homme poignarde sa mère à de nombreuses reprises, puis la met sur le ventre dans la baignoire, alors qu'elle est encore en vie et grièvement blessée. Il fait ensuite couler l'eau, et dans l'impossibilité de se retourner, Marisa se noie. Lorsque son père rentre du travail quelques heures après, Roberto ne trouve pas le courage de lui avouer ce qu'il a fait et il décide de le tuer, lui aussi, avant de placer son corps sur celui de sa femme dans la salle de bain. Il prend la fuite tôt le lendemain matin et les dépouilles de ses parents sont découvertes le jour d'après par des collègues de Nazario qui s'inquiétaient de ne pas l'avoir vu au travail pendant 2 jours consécutifs. Ils comprennent quasiment immédiatement que Roberto est très certainement le coupable
parce qu'il a disparu et que ses empreintes digitales, maculées de sang, ont été laissées un petit peu partout dans l'appartement, tout comme des vêtements ensanglantés lui appartenant. Un avis de recherche national est émis et le meurtrier est arrêté 2 jours après, alors qu'il mange dans une pizzeria près de la frontière yougoslave. Il avoue, mais les 3 expertises psychiatriques auxquelles on le soumet révèlent qu'il ne peut pas être jugé parce qu'il présente des troubles schizophréniques aigus. D'ailleurs, il dit qu'en tuant sa mère, il s'est débarrassé du dragon qui l'empêchait de vivre, dont son père représentait la 2e tête. En fait, il apparaît complètement détaché du meurtre de ses parents. C'est donc dans un asile qu'on envoie Roberto, il doit y purger 10 ans, et les médecins le disent très clairement, il est d'une grande dangerosité et a de fortes chances de récidiver s'il sort. Malheureusement, à l'hôpital psychiatrique, les médecins gèrent très mal les choses, et cesse rapidement de lui donner ses médicaments. Cela dit, pendant des années, il se comporte correctement et reprend même ses études. Roberto passe l'équivalent italien du bac, puis demande à bénéficier d'un régime de semi-liberté pour pouvoir intégrer une université, et si, au départ, on lui dit non, il se montre patient et insiste tellement qu'on finit par le lui accorder. Cette décision n'était visiblement pas la bonne parce que si au début tout se passe bien, le 15 mai 1986, il s'évade, et les recherches visant à le retrouver ne dure que 3 jours. Tout le monde pense à tort qu'il va forcément être ramené à l'asile et prend ça un petit peu à la légère, alors que Roberto se trouve en réalité déjà dans un train en direction de la France, intimement persuadé que rien ne cloche chez lui. Il s'abstient de tuer après son arrivée et ne commet que des cambriolages, mais la suite vous la connaissez. Le 3 avril 1987, il prend une première vie en France, celle d'André Castillo, un policier qui était marié et père de 2 filles. Roberto va ensuite continuer son périple meurtrier en commettant des crimes dans de nombreux endroits, en France comme en Suisse. En février 1988, quand les autorités font enfin la lumière sur l'étendue des crimes qu'il a commis, la priorité est de le retrouver au plus vite parce qu'il peut littéralement tuer quiconque croisera sa route sans aucune logique, ni même l'ombre d'un sentiment. Mais Roberto a déjà surpris tout le monde et vous allez le voir, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Quand l'avis de recherche international qui le vise est diffusé, le 10 février 1988, Roberto se trouve en Italie depuis quelques jours déjà, et à Venise, il fait la rencontre d'une lycéenne nommée Francesca. Il l'apprécie beaucoup, résultat, il lui rend souvent visite chez elle, à Conegliano, dans la province de Trévise, mais le 13 février, les parents de l'adolescente se rendent compte que celui qui fréquente leur fille est recherché par les carabiniers. Leur premier réflexe est de les contacter et ensemble ils se mettent d'accord pour piéger Roberto si, d'aventure, il revenait voir Francesca, ce qu'il fait le 26 février dans la soirée. Je suis un tueur, j'assassine des gens. Telle fut la réponse de Roberto Succo cet après-midi devant le chef de la brigade mobile de Trévise. C'est dans cette banlieue de Trévise qu'a été arrêté le jeune homme hier soir vers 22h. Succo était à pied lorsqu'il a vu une dizaine d'agents se diriger vers lui. Il a alors voulu se précipiter vers sa voiture, un véhicule volé, mais les policiers ne lui en ont pas laissé le temps. Sur le tableau de bord, il y avait ce Smith & Wesson 38 spécial, l'arme du policier français Michel Morandin, la victime de Succo en janvier dernier à Toulon. Succo a d'abord affirmé être citoyen français, puis il a admis son identité réelle, mais dans une dernière volte-face, Succo est revenu sur ses déclarations. « Je suis André », a-t-il dit aux enquêteurs. André, le nom sous lequel les policiers français le recherchaient pour meurtre, viol et prise d'otage. Pendant son interrogatoire, il avoue l'intégralité de ses crimes avec une certaine vantardise et confirme même avoir enlevé, violé et tué une belle jeune femme avant de jeter son corps à la mer près de Nice. Selon toute vraisemblance, cette victime, dont il n'a pas mentionné le nom, est France Vudine, qui avait disparu le 27 avril 1987, mais malheureusement ses restes n'ont jamais été retrouvés. André Castillo, lui, n'a apparemment été tué que parce qu'il a réveillé Roberto pour lui demander ses papiers, alors qu'il dormait dans sa voiture. Il est difficile de savoir de combien de cambriolages et vols Roberto s'est rendu coupable, mais il aurait pris en otage et agressé pas moins de 17 personnes, dont certaines ont également été agressées sexuellement ou violées. Les victimes de meurtre sont-elles au nombre de 7, dont ses propres parents. Après l'arrestation de Roberto Succo, la France demande son extradition pour pouvoir le juger, mais l'Italie refuse cette demande, ce qui cause d'ailleurs la grogne des familles de victimes françaises et suisses. À peine incarcéré et même placé à l'isolement, Roberto fait déjà des siennes. Il se fait remarquer d'une façon bien particulière en montant sur le toit de la prison.
au bout de la folie. Roberto Succo, le 30 février dernier, sur le toit de la prison de Trévise, près de Venise. Il venait tout juste d'être arrêté. Toute la souffrance d'un malade mental changée en haine et en désir de tuer. Il se dénude partiellement et se donne en spectacle, puis se rhabille et finit par s'accrocher un câble électrique avant de faire une chute de 7 mètres qui le laisse sévèrement blessé, mais vivant. En prison, Roberto est sous étroite surveillance médicale parce qu'il souffre de délires de persécution et d'hallucinations auditives, et les psychiatres qui l'examinent le déclarent une nouvelle fois pénalement irresponsable. Il ne sera donc pas jugé et il est prévu qu'il soit transféré dans un établissement psychiatrique, mais ça non plus, ça n'arrivera pas. Roberto Succo s'est tué lui-même ce matin dans sa cellule du pénitencier de haute sécurité de Vicence. Il se serait asphyxié en s'enfermant la tête dans un sac en plastique. Ce que le journaliste n'a pas précisé, c'est que Roberto s'est en réalité asphyxié en utilisant un sac poubelle et du butane, un gaz utilisé pour faire fonctionner les réchauds laissés aux détenus dans les cellules de prison. Maintenant, que dire du fait qu'on ait laissé une cartouche de gaz dans la chambre d'un homme aussi psychologiquement instable, sachant qu'en plus, on n'a trouvé aucune trace de médicaments dans son sang à l'autopsie, alors même qu'il était supposé être sous traitement. Roberto a mis fin à ses jours et c'est un coup dur de plus pour les familles de victimes, qui espéraient encore qu'un jour, le criminel, qui avait été surnommé Succo le Fou, l'homme au treillis ou encore le tueur de la pleine lune, soit jugé pour toutes les horreurs qu'il avait commises, en France comme en Suisse. Vous aviez été nombreux à me demander de traiter cette affaire après que je l'ai évoquée dans la vidéo sur Evelyne Boucher. C'est maintenant chose faite et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et pensez au petit pouce bleu. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!